Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, Inch'Allah. Je me présente Tarek Fahmi, étudiant en quatrième année médecine. On va aborder aujourd'hui le cours de l'infection à staphylocoque. Ce cours est destiné aux étudiants de quatrième année médecine et les généralistes ou les internes. Et bien sûr, pour la préparation au concours de résident. Le plan du cours. Donc, on va aborder aujourd'hui l'introduction sur les staphylocoques. Donc, quelques informations générales pour les staphylocoques, les types, épidémie, la transmission et comment ça se fait l'infection. Deuxième chose, c'est la physiopathe. Donc, comment les staphylocoques peuvent faire la pathologie dans le corps humain. Troisième chose, c'est la symptomatologie. C'est quoi les signes cliniques liés à la staphylocoque, l'infection staphylocoque. Quatrième chose, c'est les formes cliniques, les formes liées à l'évolution, les formes liées à la toxine. Bien sûr, diagnostic différentiel, c'est principalement avec le sepsis abigène. Donc, on va faire quelques différences entre sepsis abigène et sepsis en staphylocoque. C'est quoi la différence entre eux? Sixième, le sixième objectif, c'est le diagnostic. Comment faire le diagnostic positif pour l'infection staphylocoque. Et dernière chose, c'est le conduit à tenir. Comment faire la prise en charge et surveillance chez les infections staphylocoques. Ok, on va faire un zoom ici pour, pour mieux voir. Donc, les staphylocoques sont des coccidins positifs, anaérobie facultative. Anaérobie facultative, ça veut dire que elle peut former une culture dans un milieu non oxygéné, mais elle peut, donc facultative. Donc, anaérobie facultative, la culture s'effectue généralement sur le milieu sélectif de Chapman. La température optimale, c'est 37 degrés avec une incubation de 48 heures à 72 heures. Donc, le milieu de culture est très court. Donc, c'est des informations généraux pour mieux comprendre. Donc, les types de staph. En réalité, on divise les staphylocoques en deux types. Les staphylocoques à coagulase négative et les staphylocoques à coagulase positive. Les staphylocoques à coagulase négative sont des staph qui sont en réalité dans la flore cutanée muqueuse, dans la peau. Sont comment sont principalement dans la peau. Il y a trois types principaux: les staphylocoques epidermidis, staphylocoque saprophyticus et staphylocoque lugedensis. Sont les principaux, voilà, sont les principaux staph commençant de la peau. La principale chose que vous allez retenir, vous devez retenir que ces types de staph à coagulase négative sont commençants et peut être pathogène chez les immunodéprimés en tant que des infections opportunistes. Comme je dis ici, donc, des immunodéprimés en tant que des infections opportunistes. C'est ça. Donc, c'est pas assez fréquent pour dire que c'est ça les types pathogènes. Donc, les types pathogènes, en réalité, c'est les staphylocoques à coagulase positif. Le plus important complet, c'est le germe ou la souche, le staphylocoque aureus. Le staphylocoque aureus, c'est le plus important ici. Et la souche pathogène la plus fréquente parmi les staphylocoques qui peut provoquer des infections cutanées banales. Donc, aller en cutané, des signes cutanés qui mènent à pétigo, quelques signes cliniques, jusqu'à sepsis et l'état de choc septique. Donc, elle peut être facile, elle peut être normale et elle peut être très grave et mortelle pour les patients. Donc, c'est ça, on peut dire que les infections staphylocoques, surtout staphylocoque aureus, liées à le terrain. Donc, patient qui est diabétique, non équilibré, qui est immunodéprimé, c'est n'est pas du tout comme un patient normal, immunocompétent, n'est pas diabétique, par exemple. Donc, bien sûr, le terrain qui joue un rôle crucial dans le type de staphylocoque et le type d'infection et l'état. Est-ce que grave, est-ce que c'est pas grave? Donc, avec des localisations secondaires possibles, il s'agit d'une infection essentielle. Oui. Bien sûr, on peut avoir une infection staphylocoque aureus dans un milieu communautaire ou nosocomial, mais communautaire est plus fréquent que nosocomial, bien sûr. Donc en culture, staphylocoque en réalité connu sous forme de colonies lisses hémolytiques de couleur jaune doré et disposé en amas évoquer une grappe de raisin. Donc c'est ça, une petite image évoque bien sûr l'image en grappe de raisin. Voilà, et de couleur jaune doré de staphylocoque aureus. Donc on continue. Donc
épidémie de la transmission. En réalité, les staphylocoques aureus, surtout le staphylocoque aureus, l'agent pathogène principal dans l'infection des staphylocoques, il y a trois types. Il est ubiquitaire dans tout. On en trouve dans l'eau, les aliments, l'air, dans n'importe quel type de surface. Mais le réservoir principal, c'est l'homme. Mais il y a trois types de personnes qui ont staphylocoque aureus. Il y a des personnes qui non porteuses, donc ils n'ont pas staphylocoque, c'est ça la majorité. Donc 50% des personnes, 50% des gens du monde qui n'ont pas staphylocoque aureus, comme une bactérie commensale, comme une bactérie du portage sain. Il y a des types intermittentes, donc il peut porter la staphylocoque aureus, il peut perdre la staphylocoque aureus, mais le plus important comme qui est l'intermittent, donc il peut avoir plusieurs souches de staphylocoque aureus. Et bien sûr, le troisième type de personnes, c'est des portages permanents. Ce qui est rare, donc bien sûr. Donc, il y a permanent, comme je dis ici, l'intermittent, et bien sûr, la majorité des cas, c'est Kikun non porteuse, n'a pas porteuse de staphylocoque aureus. Les porteurs permanents hébergent généralement une seule souche stable, au contraire à l'intermittent qui va changer la souche quand il a l'infection qui a la transmission. Donc une souche stable de staphylocoque aureus est localisée principalement dans les fosses nasales, les vestibules du nez, et peuvent également coloniser la peau. Par exemple les essais et la localisation, il y a des articulations, des grandes articulations, par exemple l'articulation du coude et l'articulation du genou. Donc c'est ça où peut coloniser la peau. Cette notion de portage nasal est cruciale car les portages permanents présentent un risque plus élevé. Donc en réalité, pourquoi on dit qu'il y a trois types de personnes? Parce que les portages permanents de ce type de bactéries, Staphylococcus aureus, ayant un risque plus élevé que les personnes non portées de cette bactérie, bien sûr. Parce que les portages permanents de cette bactérie, donc n'importe quel type de excoriation, mécanisme iatrogène par exemple, ou il y a un traumatisme, donc on peut avoir une infection staphylococcus aureus par l'introduction à partir de cette porte d'entrée. Au contraire que les personnes non portages, parce que les personnes non portages du staphylococcus aureus, donc il y a un risque moins élevé parce qu'il n'y a pas de staphylococcus aureus pour l'introduction. Donc les portages les porteurs permanents présentent un risque plus élevé de développer une infection staphylococcus aureus que les non-porteurs. La colonisation commence souvent dès la naissance, par transmission maternelle. Avec l'âge, le système immunitaire se renforce, qui se limite à la prolifération de la bactérie, sans pour autant d'éliminer complètement le portage. Ainsi, même en l'absence de symptômes, ce portage considère un facteur de risque important pour les infections futures, bien sûr. La transmission. Beaucoup plus, elle concerne pour être un portage de la bactérie, pas de l'infection. Donc, comment faire? Bien sûr, la transmission peut être de façon directe et indirecte. Directe, c'est les mains de portage. Par les mains, voilà. Ou par des gouttelettes de salive, ou là par la transmission aérienne. Par exemple, personnel soignant, avec, ou par exemple, propagation dans un milieu hospitalier par le personnel soignant, le médecin. Voilà. Ou pour une transmission indirecte. Transmission indirecte, c'est via des objectifs contaminés, des aliments choués, et des toxines infections alimentaires collectives. Donc, comme j'ai dit précédemment, que le Staphylococcus aureus est une bactérie ubiquitaire. On trouve dans l'eau, les aliments, l'air ou des surfaces, donc n'importe quelle place, elle peut contenir Staphylococcus aureus. Donc, elle peut être transmise de façon directe par monoportage, des gouttelettes de salive, transmission aérienne ou des soins intensifs, des soins hospitaliers nosocomiales par le soignant, ou de façon indirecte par des objets contaminés, les aliments choués, les toxines infections liées à les alimentaires collectifs par exemple, ou à la matériel médical, aux vêtements, les traits, donc n'importe quel type. Mais comment on peut voir l'infection? L'infection elle-même, bien sûr les portages permanents ont plus risque d'avoir l'infection que les non-portages, par en réalité deux types, communautaire ou iatrogène. Communautaire, c'est le plus fréquent par une excoriation. Excoriation cutanée, c'est une lésion superficielle du lipiderme. Donc cette lésion superficielle du lipiderme va provoquer une introduction de souches de Staphylococcus aureus vers l'intérieur du corps et plus précisément
dans le sang, donc qui va produire la symptomatologie de l'infection staphylocoque. Donc par excoriation cutanée, voilà, ou par une plaie ou une barrage traumatique, par exemple, ou une infection ORL, de porte d'entrée ORL, ou par iatrogène par voie d'abord au caté aux prothèses. Donc c'est ça. Donc on a dit, comme l'introduction, qu'il y a des généralités, qu'il y a du type coagulase négative, qui sont des staphylocoques commensaux, pathogènes chez les patients immunodéprimés autant que des infections opportunistes. Mais l'agent pathogène principal, c'est staphylocoque aureus, ça se trouve à coagulase positive. Donc, il peut être porté de façon permanente chez quelques patients. Donc ces patients qui ont un risque plus élevé que les non-porteurs d'avoir une infection d'infection à staphylocoque. La transmission par voie directe, c'est la plus fréquente par les monoportages ou par la transmission aérienne ou des milieux hospitaliers nosocomiens en milieu hospitalier par le soignant, ou par voie indirecte via les objets contaminés, matériel médical, vêtements, litrés ou les aliments souillés. L'infection, c'est par le port d'entrée. Donc, port d'entrée peut être communautaire par l'excoriation cutanée, la plus fréquente, ou barrage traumatique ou les infections via des infections orales ou dentaires, ou par voie iatrogène, voie d'abord au caté aux prothèses. Passons à la physiopathologie. La physiopathologie, c'est notre deuxième objectif dans ce cours. En réalité, dans la physiopath, on va parler dans deux choses. La première chose, c'est des quelques facteurs qui lient au terrain du patient. Comme j'ai dit que des patients qui ont des facteurs de fragilité, l'infection staphylocoque, elle va être plus grave que des personnes sont immunocompétents, qui n'ont pas des facteurs de fragilité immunitaire. Et deuxième chose, on va parler à des facteurs de virulence et des facteurs liés à la bactérie elle-même, de Staphylococcus aureus, et comment ce type de facteur va participer à l'infection elle-même dans notre corps. Donc, les facteurs liés au terrain du patient, en réalité, n'importe quel type de facteur je vais parler maintenant, c'est des facteurs liés à une fragilité immunitaire. Donc, le patient qui doit avoir une petite fragilité immunitaire pour être plus risqué de l'infection staphylocoque. Par exemple, les âges extrêmes. Les âges extrêmes, soit supérieurs à 70 ans ou inférieurs à une année, c'est le type de personnes qui ont une fragilité immunitaire. Par exemple, l'enfant inférieur à une année, nourrisson ou nouveau-né. Ces types de patients qui ont une immunité immature, donc l'infection staphylocoque peut être grave pour eux. Et les âges extrêmes supérieurs à 70 ans, bien sûr. Les personnes âgées qui ont une immunité faible, donc c'est bien sûr qui ont susceptibilité de plus d'avoir une infection staphylocoque grave. Deuxième chose, c'est les patients diabétiques insulinodépendants, surtout mal contrôlés. Donc insulinodépendant, c'est le type 1. Donc les personnes diabétiques de type 1 mal contrôlées, c'est ça, les patients c'est l'un des facteurs de fragilité immunitaire. Bien sûr, les toxicomanies. Les toxicomanies, bien sûr, qui ont injecté des drogues IV. Donc, bien sûr, le plus important compliqué que ces types de personnes peut avoir une endocardite infectieuse dans la valve pulmonaire ou la valve strécuspidienne, dans le corps droit. Parce que la staphylococcus aureus par voie IV, surtout pour les personnes toxicomanes, qui a un rôle majeur de provoquer ce type d'infection. Bien sûr, n'importe quel type de maladie chronique au stade final, donc la décompensation par exemple insuffisance rénale organique, dialysée, terminale, ou insuffisance cardiaque, au cancer avancé, ce type de patients qui ont une fragilité bien sûr corporelle, pas juste immunitaire, ou une prise médicamenteuse, par exemple les immunosuppresseurs, la corticothérapie à long terme, ou chimiothérapie, ces types de médicaments qui ont des effets indésirables comme une fragilité immunitaire et une fragilité corporelle en général, et bien sûr n'importe quel patient qui est en stade du sida. Enfin, voilà, c'est pas des lymphocytes, pas d'une immunité cellulaire, donc bien sûr c'est des patients chez ces patients immunodéprimés qui ont le risque le plus grave pour développer infection staphylocoque et n'importe quelle infection opportuniste. Donc c'est ça les facteurs liés au terrain du patient. Donc on va passer des facteurs liés aux virulence de la souche. Donc la staphylococcus aureus en réalité, donc on va
ouvrir cette application pour dessiner. Je vais changer la couleur pour mieux comprendre. Donc c'est ça, notre bactérie. Voilà. Donc première chose que vous devez retenir, que les staphylocoques aureus, dans 90% des souches, ont une capsule. C'est quoi la capsule? C'est un type de nature polysaccharidique. Elle a un rôle majeur de protéger contre la phagocytose. Donc c'est ça. Et bien sûr, comment protéger la phagocytose? Il y a 11 sérotypes. Donc c'est 11 sérotypes. Donc cette modification qui va provoquer une modification des souches bactériennes. Donc le système immunitaire qui va avoir une difficulté à tuer ces types de bactéries capsulées. Donc bien sûr, la capsule qui joue un rôle majeur de la protection contre les staphylocoques. Deuxième chose, il y a deux types. Il y a des addicines. Des addicines liées. Il y a des addicines qui est super antigène, par exemple le protéine A, par exemple. Le protéine A, par exemple, ok, protéine A, ou le clumping factor, le A ou B, qui joue un rôle majeur de la liaison au collagène et fibronectine. Donc, la liaison de collagène et fibronectine, bien sûr, l'addition, c'est les additionnels qui, en réalité, leur rôle, c'est quoi? C'est l'addition. C'est l'addition sur les tissus pour faire des colonisations dans ce tissu de notre corps. Donc, le clumping factor joue un rôle qui est dans la colonisation nasale. Donc, il y a le protéine A, le clumping factor A et B qui est des protéines de liaison avec le collagène et fibronectine. Donc, plus en plus des additions. Et bien sûr, on a deux types de sécrétions. Il y a des sécrétions enzymatiques. Voilà, sécrétions enzymatiques, par exemple, il y a le catalase qui joue un rôle de protection contre le stress oxydatif des cellules phagocytaires. Le catalase. Et deuxième chose, c'est bien sûr le catalase, il est disponible dans tous les souches du staphylocoque. N'importe quel type de staphylocoque, aureus, commensaux, il y a un catalase. Et deuxième chose, c'est le coagulase. Donc bien sûr, le coagulase, c'est ça le principe de la classification de staphylocoque à coagulase négatif et positif. Donc le coagulase, voilà. Donc le coagulase qui va former le caillou sanguin. Le caillou sanguin, elle a deux rôles. Le premier rôle, c'est la protection contre la phagocytose. Et le deuxième rôle, c'est la dissémination et la diffusion de staphylocoque dans plusieurs parties, voire plusieurs foyers secondaires. Troisième chose, c'est des sécrétions de toxines. Et toxines, qui ont plusieurs types de toxines. Principalement, il y a le toxine de TSST1. Le TSST1, c'est le toxine principal qui est responsable du toxic shock syndrome. C'est l'état de choc toxinique lié à TSST1. Et le deuxième type de toxine, par exemple, l'exofiliatine. L'exofiliatine qui joue un rôle de provoquer l'impético-bulleuse et beaucoup plus l'impético-bulleuse et le syndrome de la peau ébouillantée. Donc il y a d'autres toxines, par exemple l'hémolysine qui va lyser les globules rouges et d'autres cellules, par exemple le leucocidine de pentavalente PVL, PVL qui joue un rôle qui va provoquer une pneumonie grave nécrosante, que je vais parler ultérieurement. Il y a des entérotoxines, voilà. Il y a d'autres toxines pyrogènes et érythrogènes qui sont responsables de la fièvre et éruption cutanée. Donc, on récap. C'est quoi les facteurs de virulence? Il y a la capsule principalement. Donc 90% des cas, il y a des capsules de 11 sérotypes qui jouent un rôle de protection contre la phagocytose. Il y a des addicines qui jouent un rôle de l'addition sur les tissus. Il y a des protéines A et des clumping factors, A ou B, qui jouent un rôle de liaison avec le collagène et fibronectine. Donc plus en plus, elle est adhérente ces tissus. Il y a deux types de sécrétions. Il y a des enzymes, le catalase de protection contre le stress oxydatif, des cellules phagocytaires. Et deuxième chose, c'est le coagulase, qui joue un rôle crucial de la formation de caillots pour la diffusion et formation de même caillots pour la protection contre les cellules immunitaires. Et deuxième chose, c'est les sécrétions de toxines. Il y a hémolysine, il y a beaucoup de toxines, mais principalement le TSST1, c'est le toxine le plus important pour le toxine shock syndrome, et l'exofiliatine A et B.
pour les éruptions cutanées, le syndrome de peau embouillantée et l'impétigo bulleuse. Donc c'est ça. Mais le plus important que je dois comprendre pour les staphylocoques, c'est le biofilm. C'est quoi le biofilm? Le biofilm, c'est un type de d'addition. Par exemple, il y a une souche ici. Par exemple, il y a un tissu. Ces tissus, il y a beaucoup de staphylocoques. Et ce staphylocoque vont former un type de tissu qui entoure la bactérie. Voilà. Donc ce tissu, c'est biofilm, c'est une structure externe, mais liée au quoi? Liée en relation étroite, voilà, entre les staphylocoques. Donc elle a un rôle de protection contre les phagocytoses dans le tissu terne. Et deuxième chose, le biofilm, il est principalement formé dans les matériels. Donc les matériels, par exemple le matériel externe ou là, des prothèses. Donc ils forment ce biofilm pour être de plus en plus chronique. Parce que la formation de ce biofilm va protéger de façon à long terme contre la cellule immunitaire. Donc va faire une souche chronique. Donc le biofilm, c'est un caractère de protection contre la phagocytose et pour la chronicité dans les matériels. Donc, et un rôle troisième, c'est quoi le troisième rôle? Elle peut être rupturée. Comment elle va être rupturée? Il y a d'autres enzymes par exemple, en plus de catalase et le coagulase, il y a des enzymes comme protéase et nucléase. Donc, comment ça se fait? Donc, ce biofilm va rupturer, voilà, comme ça. Et beaucoup de staphylocoques vont sortir pour coloniser d'autres foyers secondaires. Donc c'est ça la chronicité de staphylocoque. Donc si on récap pour le staphylocoque, donc le staphylocoque il y a une capsule, qui est présente dans 90% des souches cliniques. Elle a un rôle majeur de protection contre l'ise de compléments. Deuxième chose, c'est les additions. Il y a la protéine A, les clampic factor, qui jouent un rôle de l'addition et des liaisons avec de collagène fibrinoactive. Et il y a les enzymes comme le catalase de défense contre le stress oxydatif et le coagulase. Et bien sûr, il y a des autres enzymes comme les lipases, staphylokinase, qui joue un rôle majeur, donc que je vais parler ultérieurement avec son rôle. Il y a des toxines, par exemple, comme l'hémolysin. TSST1C, superantigène, c'est le plus important parce que c'est le responsable du syndrome de choc toxique, choc syndrome, toxine choc syndrome. Et bien sûr, c'est le biofilm qui est une structure organisée entre les bactéries pour s'ancrer dans le matériel médical. Voilà. Donc, la question ici, on va parler, comment peut tous ces types de facteurs de virulence provoquer l'infection de staphylocoque? Première chose, l'introduction de Staphylococcus aureus, de cette souche Staphylococcus aureus, elle est bien sûr principalement due à la porte d'entrée, comme j'ai dit. Par exemple, traumatisme, exfoliation, une lésion superficielle du lipiderme, excoriation cutanée, les infections liées à ORL, ou bien sûr iatrogène, ou bien que iatrogène, par exemple, par voie d'abord au cathé aux prothèses. Donc, comment ça se passe? Bien sûr, après l'introduction, il y a beaucoup d'enzymes. Il y a d'enzymes comme les protéases et nucléases, voilà, et bien sûr des toxines comme les hémolysines qui jouent un rôle majeur de quoi? De la destruction. Donc, comme le coagulase, comme le catalase et comme le protéase, bien sûr. Le protéase qui joue un rôle majeur, c'est quoi? C'est la destruction des tissus. Des tissus, donc le protéase avec destruction des tissus qui vont former des colonisations, voilà, à point de départ de cette localisation. Après la point de départ de cette localisation, qui joue un rôle, qui est le coagulase qui joue un rôle majeur ici, de quoi? De former le caillou. Donc de 1, le caillou, comme j'ai dit, c'est la protection contre la phagocytose. Et deuxième chose,
pour former le caillou. Pourquoi? Parce que le coagulase va former une liaison entre le Staphylococcus aureus et le facteur de Vilbond, donc qui vont former un caillou. Donc il y a un enzyme, comme j'ai dit précédemment, le staphylokinase. Le staphylokinase qui joue un rôle du quoi? Du lise de ce caillou. Donc qui, après une lise de ce caillou, qui va former des petites emboles septiques, où ces emboles septiques vont diviser dans plusieurs parties du corps, par exemple l'endocarde, l'os, et vont former du 1 un sepsis, parce qu'elle est généralisée, donc fièvre et frisson. Et deuxième chose, c'est des foyers secondaires liés à l'endocarde, l'os, poumon, plèvre et les muscles, bien sûr. Bien sûr. Et ce sepsis, avec des localités secondaires, peut développer, peut développer jusqu'à un choc, état de choc septique. Euh, donc si on récap la physiopathie liée à l'infection de staphylocoque, liée à un facteur de fragilité immunitaire chez le terrain de patient, comme j'ai dit pour diabétique, âge extrême, des maladies chroniques décompensées ou des immunités périmées chez les VIH. Et des facteurs de virulence, c'est lié à la capsule pour la protection, c'est l'addition pour l'addition comme protéine A et le clamping facteur A et B. Bien sûr, c'est le biofilm pour mieux développer en chronicité et pour protéger contre les phagocytoses et pour vivre dans les matériaux médicaux. Bien sûr, il y a des enzymes, il y a le catalase, le coagulase, et bien sûr les autres enzymes. Et bien sûr qu'il y a des toxines, le principal c'est le TSST1, super antigène parce que le responsable de ces ondes de choc toxique. Et bien sûr qu'il y a tout type de facteurs qui vont former le mécanisme de l'infection. Premièrement, c'est les enzymes et les toxines qui jouent un rôle clé dans la destruction des cellules hôtes. Donc, bien sûr, donc, de 1, la survie contre les phagocytoses, et de 2, pour mieux diffuser, pour la diffusion de notre localisation. Donc, grâce à ce coagulase, le staphylococcus favorise la formation de thrombocytes septiques. Donc, ces caillots riches en bactéries participent à la maintien de la bactériémie. Donc, la bactériémie, c'est donc la septicémie, donc le sepsis. Et grâce à l'enzyme de staphylokinase, qui va liser et va entraîner des disséminations hématogènes plus en plus. C'est ça, les localisations secondaires. C'est l'endocarde, c'est l'os, c'est le poumon, c'est le plèvre, c'est le muscle. Et ainsi de suite. C'est ça. Donc, on va continuer notre cours. Donc, on va continuer avec la symptomatologie. Donc, on a parlé sur quelques généralités pour les staphylococcus aureus ou pour les staph en général. Deuxième chose, on a parlé avec la physiopathe. Troisième, c'est la symptomatologie. On doit connaître avant de parler de chaque symptôme que la symptomatologie de staphylocoque, surtout le staphylocoque aureus, elle peut être simple par quelques signes cliniques cutanés, surtout cutanés, ou elle peut être plus grave comme un sepsis ou état de choc septique, ou elle peut avoir une autre forme clinique particulière, par exemple le staphylocoque, les staphylococcus maligne de la phase, ou par exemple les staphylocoques liés à l'état de choc toxinique. Donc il y a plusieurs formes, mais le plus important comme c'est des signes cliniques liés à des signes cutanés, des symptômes cutanés. Et deuxième chose, c'est le sepsis par la forme typique. Donc, on va commencer avec les symptômes cutanés. Les symptômes cutanés, le plus important complet qu'il y a trois types. En réalité, on doit parler de deux choses ou trois choses que c'est ça, l'épiderme, c'est ça le derme et c'est ça l'hypoderme. Et ici, c'est l'hypoderme. Et c'est ça le derme. Et c'est ça l'épiderme. Donc, on va diviser les signes cutanés, les symptômes cutanés, par ces trois types. L'épiderme, la manifestation la plus fréquente, c'est l'impétigo. L'impétigo, c'est ça, l'impétigo. C'est ça l'impétigo. C'est quoi l'impétigo? C'est une manifestation épidermique la plus fréquente. Elle est fréquente chez les enfants, autour de 2-5 ans. Elle est très contagieuse, hautement contagieuse.
En réalité, elle commence par des taches rouges. Elle est en réalité touche beaucoup plus les enfants dans la partie autour du nez, autour de la bouche, autour du donc en réalité la partie antérieure du face. Elle est débutée par des quelques boules rougeâtres et elle va transformer, voilà, des taches jaune du miel, ou par exemple des jaunes du miel. C'est ça l'impétigo. C'est ça le premier signe clinique cutané. En réalité, elle est très fréquente, surtout en conditions de chaleur, humidité, mauvaise hygiène de vie, par exemple. Oui. Elle est traitée d'un simple traitement local par l'acide fusidine, ou un antiseptique imalixamide. Donc c'est ça l'impédigo, c'est ça les signes cliniques, c'est ça quelques images pour la forme rougeâtre de l'impédigo qui va transformer par des taches jaunâtres du miel. C'est ça. Deuxième chose, c'est le derme. Le derme, en réalité, il y a des furoncles. Furoncles, c'est quoi? Pardon, c'est les follicules. C'est quoi les follicules? C'est une partie qui est en glande sébacée avec un poil. Donc il y a le derme superficiel, voilà, qui est très proche du lipiderme. Et c'est ça, il y a le signe clinique, c'est quoi? Qui est le folliculite aiguë superficielle. Donc le follicule aigu, c'est une infection bénigne, normale. Elle touche les follicules pileux-sébacés. En réalité, les follicules pileux-sébacés, elles-mêmes sont des portes d'entrée pour la staphylocoque aureus ou pour l'infection staphylocoque aureus. Elles forment des pistules douloureuses, centrées par un poil. C'est ça. Donc c'est ça la définition de follicule aigu superficiel. C'est une infection qui touche le derme superficiel. Elle est bénigne. C'est une pustule ou bulle remplie du pus. Donc c'est une pustule centrée par un poil. Ici, comme on, a ici, comme on montre ici cette image. Donc, il y a une forme particulière, c'est la psychosis. Psychosis, c'est quoi? C'est une folliculite, mais liée à la barbe. Parce qu'il y a beaucoup de poids, donc beaucoup de follicules sébacés, donc il y a des glandes sébacées. Donc, bien sûr, le psychosis, c'est la forme particulière des follicules aigus. On peut toucher le derme profond. Le derme profond, c'est le furoncle. Le furoncle. Le furoncle, en réalité, c'est la même chose, une infection de ces types de follicules, mais profondément. Pourquoi profondément? Parce qu'elle touche le derme profond. Et bien sûr, beaucoup plus nécrosante. Et voilà, c'est ça. Par des collections purulentes qui va transmettre vers une nécrose. Bien sûr, la localisation la plus fréquente, c'est le visage, le cou et les aisselles. Or, il y a le furoncle, il est très plus grave que le follicule aigu. Mais pourquoi? Pourquoi je dis ça? Parce que le furoncle, surtout dans la partie du triangle là. En réalité, il y a un triangle, c'est le triangle du mort. C'est quoi le triangle du mort? C'est au niveau de la face, la partie antérieure du face. C'est quoi? C'est le nez et la bouche. Donc n'importe quel furoncle existe dans ce triangle du mort entre le nez et la bouche. Donc il va commencer un type de staphylococcus très maligne de face, bien sûr. C'est ça. Donc le furoncle du triangle médio-facial expose des complications graves comme thrombose du sinus caverneux. Et le staphylococcus maligne de la face, c'est ça la forme la plus grave et la plus maligne du type de staphylococcus. Donc le derme, il contient deux symptomatologies cliniques cutanées. La première, c'est le folliculite aigu. Voilà, elle est bénigne. Elle touche en réalité la partie du nez et de la bouche. Donc c'est ça, la partie antérieure de la face. Elle est bénigne parce que c'est une petite pustule centrée par un poil. La forme particulière, c'est psychosis, par beaucoup de pustules, beaucoup de follicules autour de la barbe. La deuxième, c'est la plus grave, plus profondément et plus nécrosante, c'est le furoncle. Pourquoi il est plus grave? Parce que, premièrement, c'est plus profond, donc il peut cicatriser. Donc comme j'ai dit que la profondeur, elle est grave, donc quand j'ai dit que plus profond, donc plus grave que la partie superficielle, parce qu'elle peut cicatriser, elle peut former des cicatrices, ça sera difficile à traiter. Donc, le derme profond,
c'est le furoncle, plus grave parce que plus profond et nécrosant. Et surtout s'il est localisé dans le triangle médio-facial autour du nez et de la bouche, il peut provoquer la forme maligne, c'est la staphylococcus maligne de la face. Donc, c'est ça la forme du furoncle. Voilà, elle est plus grave, par exemple plus profondément et plus nécrosante, centrée par une forme ici, comme j'ai dit ici, par nécrose, plus profond, et peut provoquer la forme, bien sûr, ici, n'est pas la face. Donc, elle est plus grave. Il y a d'autres types de furoncles, par exemple la furunculose. La furunculose, c'est des formes récidivantes. Pourquoi récidivantes? Parce qu'il y a un terrain très fragile, par exemple diabétique non équilibré, ou il y a par exemple patient immunodéprimé comme les VIH. Par exemple, voilà, enfin, en réalité, elle est traitée de façon antisepsie, décontamination, parfois chirurgie. Mais mais n'importe quel type de furoncle, elle est traitée de façon normale, elle est traitée de façon locale, par antiseptique ou acide fusidique. La fusidine, c'est un antibiotique local. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est des lésions locales, donc pas de lésions graves, ou pas de lésions autour du sang ou la systémique. Au contraire à l'anthrax, c'est quoi l'anthrax? C'est un conglomérat du furoncle. Donc plusieurs furoncles associés, qui vont former un centre de nécrose centrale, ou ce centre de nécrose centrale qui va provoquer des signes généraux liés à une bactériémie, parce qu'il y a un risque de bactériémie. Et c'est ça la grande différence entre l'anthrax et le furoncle, ou furunculose. Pourquoi? Parce que l'anthrax va provoquer une bactériémie, donc des signes généraux. Donc il y a ici un traitement local pour l'anthrax, parce qu'il y a une lésion cutanée, et bien sûr un antibiotique. Pourquoi l'antibiotique? Parce qu'il y a une bactériémie. Donc, c'est pas une lésion juste cutanée, c'est une lésion cutanée et bactériémie. Donc c'est une lésion générale. Donc c'est ça. Donc c'est ça l'anthrax, c'est quelques furoncles associés entre eux avec un centre de nécrose noire et qui va provoquer une bactériémie au risque de bactériémie avec fièvre et des frissons. Elle est traitée de façon locale par antiseptique ou par antibiotique local et antibiothérapie IV pour la bactériémie s'il y a une bactériémie. Il y a d'autres manifestations, par exemple l'abscessus cutané. L'érysipèle, c'est une dermohypodermite, c'est ça le place, dermohypodermite. En réalité, elle est très très fréquente, liée à la bactérie de Streptococcus pyogenes, hémolytique B, groupe A. Donc c'est ça la bactérie la plus fréquente pour provoquer l'dermohypodermite, soit nécrosante, soit pas nécrosante, soit bénigne, soit maligne. Mais en réalité, l'érysipèle peut être une cause ou peut être une conséquence d'une infection Staphylococcus aureus. Il y a le parnari. Le parnari, c'est très important parce qu'il y a deux visages, deux rôles. Le parnari peut être une conséquence d'une lésion ou d'une infection Staphylococcus aureus. Elle peut être elle-même une porte d'entrée pour la Staphylococcus. C'est ça le parnari. Voilà. Et il y a d'autres manifestations, par exemple l'anoxie, périonoxie, l'hydrosadinite, mastite, c'est une inflammation au niveau de la glande mammaire chez la femme. Bien sûr, elle peut provoquer jusqu'à l'abcès glandulaire. Infection du pli chirurgical et infection du muqueuse. Donc c'est ça. C'est ça des lésions. C'est ça une petite image pour dermohypodermite. Voilà, c'est l'érysipèle lié à Staphylococcus aureus. Mais la plus fréquente, c'est lié avec Streptococcus pyogenes, bêta hémolytique groupe A. Donc si on résume les infections, donc il y a le derme ou il y a l'épiderme, c'est une infection superficielle. Voilà, c'est l'impétigo. Elle touche, quand j'ai dit les enfants, de 5 ans, elle est traitée de façon simple parce que c'est traitement local par acide fusidique ou les fusidines. Donc elle va commencer par des taches rougeâtres et va se transformer vers des taches jaunes du miel. Deuxième chose, c'est staphylocoque lié à la porte d'entrée folliculaire. Donc soit folliculite aiguë superficielle du derme superficiel qui est bénigne. C'est un type de pustule centré par un poil. Ou furuncle, qui est plus grave, surtout sur la face médio-faciale, parce qu'il peut provoquer staphylococcus de la face. Voilà. Il y a d'autres formes comme la furunculose, mais la plus grave c'est l'anthrax, parce que c'est un conglomérat de furoncles avec une association des risques de bactériémie, donc des signes généraux. Donc ici c'est un traitement local pour l'anthrax, pour la lésion cutanée, pour nécrose centrale de l'anthrax, et deuxième chose, l'antibiotique pour
la lésion superficielle. Ouais, pardon, c'est pour les signes généraux, c'est la bactériémie. Bien sûr, d'autres manifestations sous-cutanées, c'est l'érysipèle, le panarie, l'abscisse sous-cutanée, l'onyxis et périonyxis, l'hydrosadénite, mastite, beaucoup de signes. Donc, on a terminé avec des symptomatologies cliniques cutanées, qui est la plus fréquente, qui est la plus simple, mais on peut avoir une forme typique de Staphylococcus aureus. C'est quoi? C'est la forme septique, ou la forme du sepsis. Sepsis à Staphylococcus aureus. Le sepsis, en réalité, comment on peut définir ce sepsis? Le sepsis est un type de septicémie, bactériémie, avec un dysfonctionnement d'organes. Ce dysfonctionnement d'organes engage le pronostic vital. Donc on doit comprendre ce que ça veut dire dysfonctionnement d'organes. En réalité, on prend par exemple l'appareil respiratoire. L'appareil respiratoire, par exemple, il y a des constants, par exemple la saturation, la fréquence respiratoire, la respiration abdominale, la respiration normale, le taux de respiration. Donc quand j'ai, par exemple, la saturation, c'est inférieur à 90, par exemple, 90%, avec tirage, avec fréquence respiratoire, peut avoir supérieur à 30 cycles par minute respiratoire, avec une respiration plus grave, avec une dyspnée, avec une gêne à la respiration, c'est quoi? C'est la même chose qu'une dyspnée. Donc, c'est tout signe, c'est écrit de gravité respiratoire. C'est quoi la conclusion? Il y a une décompensation respiratoire de l'appareil respiratoire chez le patient. C'est ça, ça suffit pour dire qu'il y a une dysfonction d'organe. C'est quoi l'organe? C'est le poumon. Donc, il y a un sepsis grave. Donc, c'est ça la définition du sepsis. Donc, c'est quoi la définition des dysfonctions d'organes? C'est plusieurs critères de gravité englobent un seul système. Par exemple, le cardiovasculaire, c'est l'hypertension artérielle. La pression artérielle systolique, c'est inférieur à 90 mm de mercure. Ou le PAM, pression artérielle moyenne, c'est inférieur à 65 mm de mercure. C'est un signe de dysfonctionnement au signe de décompensation de gravité cardiovasculaire. Donc, n'importe quel signe de ça, de gravité chez un système, soit cardiovasculaire, soit respiratoire, soit cerveau, n'importe quel type de système, engage le pronostic vital, donc c'est un signe de sepsis. Voilà, avec bien sûr les signes généraux, par exemple la fièvre, frisson, le malaise, bien sûr c'est l'aspect grisâtre, donc bien sûr. Donc c'est ça le sepsis. Mais c'est quoi ça veut dire le choc septique? C'est quoi la différence entre l'état de choc septique et le sepsis? La différence que l'état de choc septique, il y a une défaillance d'organes, par exemple l'hypertension artérielle inférieure à 90 mm de mercure, mais le plus on peut différencier l'état de choc septique de sepsis que l'état de choc septique qui va, qui va être persistante après l'empésose vasculaire, au contraire du sepsis. Donc sepsis après l'empésose vasculaire qui va corriger normal. Donc la tension va être très normale et supérieure à 90 mm de mercure, au contraire de l'état de choc septique qui va persister et qui nécessite des produits ou des médicaments vasoactifs comme la noradrénaline euh, pour la tension artérielle doit être normale, supérieure à 90 mm de mercure. C'est ça la différence entre l'état de choc septique et le sepsis. Comment on peut connaître l'état de choc septique, le sepsis, la staphylococcus, le sepsis en général? Il y a un score de SOFA. Mais le score de SOFA c'est très lent et n'est pas rapide. En réalité, c'est staphylococcus, je sais si c'est staphylococcus, c'est urgence vitale, donc on doit être rapide, ou les médecins doivent être très rapides. Donc en réalité, il y a autre score, c'est la même chose, mais qui a le nom que SOFA. Le que pour quick, en anglais quick, rapide. Donc que SOFA, il y a trois critères. Le premier critère, c'est la fréquence respiratoire, supérieure à 22. Ça suffit pour dire qu'il y a un signe de gravité respiratoire. Les troubles de la conscience, surtout le score de Glasgow. Le score de Glasgow est normal de 15, inférieur à 15, donc il y a un trouble de conscience, donc il y a une atteinte neuroménagère ou encéphalitique. Ou bien sûr, la pression artérielle inférieure à 100 mm de mercure, donc il y a une défaillance cardiovasculaire, ou il y a un signe de gravité cardiovasculaire. Donc n'importe quel signe de facteur ici, ça suffit pour dire qu'il y a une défaillance d'organe, ou dysfonction d'organe, ça suffit pour dire qu'il y a un sepsis. Bien sûr, le sepsis peut être ABGN, peut être n'importe quel type. Donc, en réalité, avec les examens complémentaires, on peut confirmer staphylococcus aureus. Donc, c'est ça. Ou bien sûr, un staphylococcus aureus, c'est quoi la forme typique? C'est la forme typique et septico-pyoémique. La forme septico-pyoémique, c'est un type de sepsis avec des localisations secondaires. En réalité, il y a un ou deux.
Par exemple, osteoarticulaire, pulmonaire, cardiovasculaire, c'est ça. Donc, c'est quoi les signes cliniques majeurs? Bien sûr, l'installation. Le plus important comme du sepsis, c'est l'installation suburbaine. 1 heure, 2 heures, ça suffit pour provoquer l'état grave du patient. Si une fièvre élevée de 40 degrés, par exemple, 39-40 degrés, des frissons, des sueurs, bien sûr. Et bien sûr, malaise avec altérance d'état général et faciès, toxique ou grisâtre. Contre de patient qui est, par exemple, pâle ou qui a un anémie chronique, par exemple, avec des signes physiques, par exemple, la splénomégalie. Et bien sûr, le plus important, comme c'est des signes cliniques liés de deux choses. Soit la porte d'entrée, par exemple, patient, peut avoir un panari. Panari, sur porte d'entrée de Staphylococcus aureus. C'est pas juste une conséquence, comme j'ai dit. Et bien sûr, c'est des signes secondaires liés à la localisation secondaire. Par exemple, il y a des signes respiratoires liés à Staphylococcus, donc il y a une pneumonie de Staphylococcus avec un sepsis. Donc c'est ça la localisation secondaire. Exactement. Donc, 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 sepsis ou sepsis grave, c'est un état pré-état de choc. Donc, comment je peux avoir, ou je peux connaître que le patient dans un sepsis ou pas dans un état de choc septique, il y a un critère clinique très majeur, c'est l'indice de coloration ou la recoloration cutanée. C'est quoi? C'est après de faire une pression autour des mains ou du pied, il y a l'indice de recoloration, donc la recolorisation rouge normale de la peau, elle prend supérieur à 3 secondes pour faire cette recolorisation. Et c'est ça, c'est un signe de état de choc. C'est quoi c'est un état de choc? C'est un signe de hypoperfusion. Donc c'est quoi l'hypoperfusion? C'est un signe que les tissus qui n'ont pas un débit vasculaire adéquat pour faire le métabolisme adéquat. Donc c'est ça. Donc, quand le taux de recolorisation cutanée est supérieur à 3 secondes, donc il y a une hypoperfusion. Ou hypoperfusion, c'est l'un des critères majeurs pour dire qu'il y a l'installation de l'état de choc, ou le début de l'installation de l'état de choc, avec des barberies, hypotension artérielle, oligurie, voire anurie, avec des troubles de la conscience. C'est ça des signes qui ont pré-choc. C'est quoi pré-choc? C'est avant d'évoluer vers un état de choc, vrai état de choc septique. Donc c'est ça. Donc cliniquement, il y a des signes généraux liés à la fièvre et les frissons et bien sûr l'altérance d'état général. C'est ça le sepsis. L'installation suprarénale bien sûr. La splénomégalie. Avec des signes liés à la localisation secondaire. C'est ça la forme septicopio-hémique. La, euh, la forme pyohémique caractéristique pour sepsis à staphylococcus. Avec des signes liés, on peut avoir des signes de pré-choc, signes d'hypoperfusion, le taux de recolorisation cutanée est supérieur à 3 secondes, des marqueurs, des potentiels, l'oligueur va annuler, des troubles de la conscience et bien sûr des signes liés à des portes d'entrée possibles. Donc on doit connaître la porte d'entrée pour éliminer un autre type de récidive, un autre type d'infection staphylococcus. Donc par exemple peut être cutanée par des plaies ou iatrogène par des cathés, prothèses ou gynécologiques, urinaires ou digestives ou n'importe quel type de porte d'entrée. C'est quoi les localisations secondaires? On va commencer avec pleuropulmonaire. Pleuropulmonaire, en réalité, n'importe quel type d'infection. On doit avoir des signes cliniques qui sont presque constants. Douleur thoracique, tout, polypnée avec cyanose. Cyanose parce qu'il y a diminution de l'oxygène, diminution de la respiration normale, donc il y a cyanose bien sûr. Polypnée parce qu'il y a une dyspnée, il y a un malaise, donc le patient il doit, il doit accélérer la respiration pour avoir l'oxygène, la quantité d'oxygène adéquate pour le métabolisme. Donc douleur thoracique, tout polypnée, cyanose. Mais le plus important qu'on peut ici, c'est quoi? C'est les anomalies radiologiques. En réalité, l'anomalie radiologique peut être beaucoup. Peut être syndrome de condensation, peut être opacité, peut être image hydroaérique. Mais les plus caractéristiques, ce sont deux. C'est l'image bulleuse, c'est la plus fréquente. C'est des espaces d'hyperclarté arrondis par un bord fin. Voilà, c'est l'image bulleuse, c'est la plus fréquente. Et il y a la plus grave. Pourquoi j'ai dit plus grave? Donc, l'armilière staphylococcique. C'est des multiples grains de taille variable. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup des anomalies, bien sûr, liées à la pneumonie. Pneumonie de staphylococcus aureus. Image de condensation, image ronde, image hydroaérique comme abcès, n'importe quel type. Mais, les plus caractéristiques, c'est de pneumonie staphylococcus, c'est l'image bulleuse. C'est des hyperclartés en bord fin ou la miliaire staphylococcique. Les miliaires staphylococciques, c'est quoi? C'est des multiples grains. Donc, comme on a dans cette image, donc on va faire un zoom ici.
Donc il y a une image radiographie thoracique de phase fait en inspiration profonde. On peut remarquer qu'il y a des petits grains, voilà, des micronodules, donc localisés de façon diffuse dans la totalité de deux poumons, voilà, de l'apex vers la base. Donc ces grains, en réalité, il y a trois diagnostics. Sans la clinique, il y a trois diagnostics. Peut être miliaire tuberculose, ou peut être à la miliaire staphylococcique. Voilà. Peut être miliaire tuberculeuse ou miliaire staphylococcique. Mais pourquoi j'ai dit que la miliaire staphylococcique est plus grave que les images bulleuses? Parce que la miliaire staphylococcique, il y a deux complications graves. Soit le pneumothorax, c'est une urgence vitale, parce qu'il y a des signes de compression sur le poumon collabé. Donc on peut avoir des signes de gravité liés à l'accident de détresse respiratoire aiguë. Ou il y a pyopneumothorax, donc association de épanchement purulent, hydropneumothorax, pyopneumothorax, c'est un épanchement purulent avec un pneumothorax, c'est le plus grave. Donc, miliaire staphylococcique, c'est une, c'est une forme de pneumonie plus grave que l'image bulleuse, parce qu'il y a des complications liées à pneumothorax et pneumothorax et l'image bulleuse. C'est ça les deux formes caractéristiques, mais on peut avoir beaucoup de formes, parce qu'en réalité, les pneumonies liées à staphylococcus, c'est polymorphe, comme j'ai dit, c'est des images labelées et polymorphes. Donc, on peut avoir des signes caractéristiques, des images caractéristiques, on peut pas, et on peut avoir d'autres images. La deuxième forme, c'est pneumonie APVL. Comme j'ai dit précédemment qu'il y a un toxine qui a un nom, le pentavalentine leucocidé, le PVL. Le PVL se forme d'une pneumonie, mais pneumonie c'est très grave. Elle est fulminante, donc elle est très aiguë fulminante. Elle peut évoluer vers un état de choc septique grave, parce que, voilà, et parce que c'est une pneumonie nécrosante, elle va manifester par beaucoup d'hémoptysie, et bien sûr d'installation très brutale. Donc elle est plus grave liée à ce toxine. Donc si on récap avec pleure pulmonaire, il y a deux pneumonies. Il y a une pneumonie à staphylococcus normale. On peut avoir polymorphe, on peut avoir beaucoup des images avec des signes cliniques de douleur thoracique, tout polypnécianose. Mais les plus caractéristiques, c'est les images bulleuses et miliaire staphylococcique. Et la miliaire staphylococcique, elle peut compliquer du pneumothorax ou hydropneumothorax ou pyopneumothorax pour la spécificité que le liquide il est purulent, donc pyopneumothorax. Et deuxième chose, c'est la pneumonie liée à PVL, c'est pentavalentine leucocidé. Donc, c'est un type de toxine qui n'est pas constant, mais qui n'est pas toujours disponible dans tous les souches de Staphylococcus, heureusement. Donc, ce type de souche qui sécrète ce type de toxine peut provoquer des formes de pneumonie nécrosante, fulminante, peut évoluer vers un état de choc septique et cliniquement, le patient qui a beaucoup des hémoptysies fréquentes. Donc première localisation secondaire, c'est pleure pulmonaire. La deuxième, c'est l'osso-articulaire. Osso-articulaire, il y a beaucoup. Il y a l'artère septique, par exemple, qui est une tête beaucoup plus grosses articulations, par exemple l'articulation du genou, l'articulation du coude. Spondylodicite. Spondylodicite, c'est une manifestée cliniquement par des douleurs rachidiennes avec radiculargie, avec rétention urinaire. Elle est plus grave que l'arthrite septique parce qu'elle a beaucoup de complications, par exemple l'abcès épidurale ou épidurite. Pourquoi c'est une urgence médico-chirurgicale? Parce que l'épidure, donc il y a liquide céphalo-arachidien, donc peut provoquer une type d'infection de liquide, donc le retentissement vers le cerveau, donc plus grave, donc la spondylodicite. Quand j'ai un abcès épidural, c'est une urgence médico-chirurgicale parce que il y a un risque de méningite, il y a un risque d'infection de liquide céphalo-arachidien. Donc, l'arthrite septique, spondylodicite, ostomyélite aiguë hématogène, c'est beaucoup fréquent chez l'enfant, par exemple chez les métaphyses des os longs et l'adulte pour l'os remanié au porteur de matériel. Et l'infection de matériel, comme j'ai dit que l'un des caractéristiques les plus virulents chez les staphylococcus, c'est le biofilm. Et le biofilm, bien sûr, il est formé dans les matériaux, voilà, par ce biofilm, donc présence de biofilm ici, de retrait de matériel, et bien sûr antibiothérapie ciblée parce que c'est une forme très protégée par les phagocytoses, donc il y a une difficulté de traiter. Donc on doit utiliser l'antibiothérapie pour cibler ce biofilm et tuer ces types de staphylococcus. Donc osteoarticulaire, c'est la plus fréquente, en réalité, c'est l'arthrite septique, spondylodicite qui peut compliquer vers l'abcès épidural, l'ostomyélite aiguë hématogène et bien sûr l'infection de matériel. Troisième chose, c'est cardiovasculaire. Cardiovasculaire, en réalité, c'est ça la plus grave.
est la plus fréquente. Pourquoi? Parce que la plus fréquente, c'est l'endocardite infectieuse Staphylococcus aureus. Pourquoi l'endocardite infectieuse elle est grave? Parce qu'elle peut provoquer deux choses qui sont très urgentes. Première chose, c'est des insuffisances valvulaires, comme l'insuffisance mitrale et l'insuffisance aortique, de façon aiguë. Et plus grave, elle peut provoquer des insertions de prothèses. C'est quoi? C'est la prothèse valvulaire. Donc, la sortie du prothèse de sa place. Donc, pourquoi elle est grave? Parce qu'elle nécessite une chirurgie de remplacement valvulaire, une urgence. Parce que si on n'en fait pas, donc on risque de perdre notre patient. Donc, pourquoi l'importance? Parce que la première cause de l'endocardite infectieuse, surtout les toxicomanes, voilà, chez les toxicomanes IV, voilà, elles peuvent, comme j'ai dit, une insuffisance valvulaire, surtout aortique, ou des insertions de prothèses valvulaires, qui est la complication la plus grave. Elle peut provoquer une péricardite supérieure, par exemple, voilà. Il y a d'autres localisations, par exemple neuroméningie. Elle est grave, mais rare, dans un contexte de sepsis, en réalité. C'est donc comme conséquence à sepsis. Elle peut provoquer méningite purulente ou abcès cérébral. Voilà. Donc il y a un méningite à pneumocoque, il y a un méningite à méningocoque. Donc il y a beaucoup de méningites. Donc il est difficile de caractériser le germe spécifique pour ce méningite. Donc c'est pour ça qui est difficile pour le c'est difficile à diagnostiquer méningite à staphylocoque. Mais heureusement elle est rare. Il y a promyosite, c'est une infection ou inflammation des muscles. Il y a abcès rénal. Il y a bien sûr purpura vésiculeux pustuleux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que purpura vésiculeux pustuleux, c'est une forme pathognomique. Je dis pathognomique pour le staph. Elle est inconstante. Donc si on voit cliniquement ce type de purpura vésiculeux pustuleuse, donc il y a 100% il y a une infection staphylocoque. Mais comme j'ai pas ce type d'infection, ce type de symptomatologie PVP, donc on peut pas éliminer l'infection staphylocoque. C'est un signe clinique inconstant, mais il est pathognomique pour les staph. On va continuer sur les formes cliniques de l'infection Staphylococcus aureus. En réalité, on a dit qu'il y a des symptômes cutanés, la symptomatologie cutanée. Il y a la forme typique du septico-pyoïmique. Donc, on va continuer avec d'autres formes cliniques, par exemple liées à l'évolution, forme suraiguë, forme chronique. Il y a une forme de staphylococcus de la face. Il y a une forme liée à la toxinique, c'est le TSC, Shock Toxic Syndrome. Voilà. Donc, on va commencer avec les formes cliniques liées à l'évolution. En réalité, la forme typique de l'infection staphylocoque, c'est un type d'infection à porte d'entrée, sepsis général, avec localisation secondaire 1 ou 2. C'est ça le type de l'infection staphylocoque typique, c'est septicopyoïmique. Donc on a quelques formes. Il y a une forme qui a d'évolution plus rapide et défense n'est pas un seul organe mais multiviscéral. Et c'est une forme, c'est une forme suraiguë. C'est quoi la différence entre forme suraiguë et forme typique? Voilà, c'est quoi? C'est d'évolution très rapide. Bien sûr, c'est d'installation, caractérisé par une installation rapide, mais ici c'est très rapide. Avec le plus important, comme c'est défense multiviscérale, c'est pas un seul organe de gravité d'un seul organe comme on a dit dans le sepsis, mais non. C'est une forme suraiguë. Il y a une forme qu'il y a un sepsis, mais pas de localisation secondaire. C'est une forme aiguë, donc sans localisation secondaire apparente. Donc c'est une forme appelée pseudotyphoïdique. Voilà. La présentation est trompeuse parce que n'est pas spécifique ici signe. C'est fièvre prolongée, état général altéré, mais sans foie infectieux évident. Il y a une forme qui n'est pas un sepsis, n'est pas un symptôme. En réalité, c'est presque asymptomatique, mais il y a des localisations secondaires chroniques. Voilà, c'est une forme subaiguë ou chronique. Voilà. Et cette forme, c'est une forme d'infection prolongée. Voilà. Et ce type d'infection prolongée, comme on a dit par exemple, comme la caractéristique du biofilm. Le biofilm, bon, va localiser au niveau des matériaux liés à des matériaux osseo-articulaires. Donc elle va être plus en plus chronique. Donc c'est une forme subaiguë chronique de l'infection staphylocoque. Et presque asymptomatique, presque, c'est asymptomatique. Mais la staphylococcus, elle existe dans notre corps.
Il y a une forme la plus grave, c'est une forme évoluée vers un état de choc septique. Comment on va découvrir cette forme d'état de choc septique? Tout simplement, il y a des signes d'hypoperfusion. C'est le taux de recolorisation de la peau qui est supérieur à 3 secondes, avec bien sûr marbrure, froidité, trouble de conscience, et bien sûr la nécessité de l'utilisation des médicaments vasoactifs comme noradrénaline pour corriger l'hypotension artérielle ou défaillance cardiovasculaire hypotensive. Donc c'est ça. Donc, comment toujours, 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 vous devez savoir que les formes évolutives, je dois avoir une forme typique qui est les plus fréquente. Voilà. Il y a une forme qui est un peu grave, c'est une forme suraiguë. Voilà. Qui est avec localisation secondaire, mais d'évolution rapide et défense multiviscérale et pas un seul organe. Il y a une forme chronique. Voilà. Voilà. Il y a une forme chronique. Donc, la forme chronique qui est la forme de Buffin, la plus fréquente. Il y a une forme avec localisation secondaire, mais pas voilà, avec sepsis, mais pas de localisation secondaire, c'est la forme pseudo-typhoïdienne. Voilà, c'est presque la même partie ou le même niveau que la forme typique. Il y a la forme grave. La forme grave, je vais faire avec rouge. La forme grave, c'est la forme avec un état de choc. Donc, c'est une règle générale, avoue que n'importe quelle maladie a des formes évolutives, a une forme grave, une forme facile, des formes simples. Donc, je dois avoir la forme typique et comparer la forme typique avec des formes plus graves ou moins graves. Donc, il y a la forme typique, c'est ça. La forme typique, c'est quoi? C'est sepsis avec des localités secondaires 1 ou 2. Donc, on peut avoir forme de avec différence un organe. Il y en a multiviscéral. Ici, c'est la forme pseudo-typhoïdienne. Il y a une forme chronique et il y a une forme d'état de choc la plus grave. Voilà, exactement. Donc on a fini avec la forme, avec des formes cliniques à critères d'évolution, évolutive. On va passer donc la forme grave, sur forme gravisme exceptionnel, la forme de staphylococcus maligne de la face. Donc comme j'ai dit précédemment que le fouroncle, voilà, donc let me repeat this. C'est le physiopathe. Comme on a dit que le furoncle qui est localisé dans le derme profond, et les profonds et les nécrosant, il est plus grave parce que, surtout, s'il est localisé dans la partie médio-faciale, entre le nez et la bouche, il va provoquer qui a un risque plus élevé d'évoluer vers une forme de staphylococcus maligne de la face. Donc, de 1, on a faire une petite conclusion que la forme de staphylococcus maligne de la face qui est une forme exceptionnelle, donc elle est rare et gravisme, elle est du cause d'un furoncle, la manipulation brute d'un furoncle facial au niveau du triangle médio-facial. Donc c'est ça. C'est ça la cause principale des deux. Deuxième chose, c'est la présentation clinique. Les symptômes cliniques, bien sûr, c'est début brut, donc l'installation plus rapide ou plus grave ou plus brutale, donc bien sûr. Mais le plus important compliqué que la présentation clinique majeure, elle est du cellulite faciale unilatérale. Donc le signe clinique majeur, c'est cellulite faciale unilatérale. C'est que c'est soit cellulite faciale unilatérale. C'est un type d'inflammation du tissu sous-cutané. Bien sûr, elle est localisée au niveau du face parce que elle a le nom de staphylococcus maligne de la face. Donc bien sûr, elle est faciale. Mais le plus important compliqué, elle est son bourrelet périphérique. C'est quoi le bourrelet? Par exemple, si on prend le dermohypodermite, par exemple, c'est ça, par exemple, c'est un tissu ici. Le tissu, ça, bah, par exemple, on va changer la couleur par exemple, le noir, par exemple. Voilà. Donc, il y a un dermohypodermite. C'est quoi le dermohypodermite? C'est une type de rougeur. Elle est d'extension d'un membre supérieur au membre inférieur, avec type de couleur rougeâtre. Mais le plus important comme de dermohypodermite, c'est qu'il y a des limites. Il y a des limites, des plaques rouges, je peux voir ces limites. C'est ça le bourrelet. C'est ça le bourrelet. Au contraire à la cellulite, donc le plus grave, parce que
La sinusite faciale unilatérale, elle est sans bourrelet périphérique. Donc, je ne peux pas voir ses limites. Donc, elle est faciale, mais où ses limites, où elle est terminée, je ne sais pas. Donc, début brutal d'installation brutale, avec sinusite faciale unilatérale sans bourrelet, donc sans limite, et bien sûr, elle est associée avec des pustules. Là, donc, c'est ça la présentation clinique majeure de staphylococcus maligne de la face chez l'infection à staphylocoque. Deuxième chose, cette sinusite aiguë peut évoluer de façon très rapide vers le tissu rétro-orbitaire et va provoquer l'un des deux signes cliniques les plus graves. Premièrement, c'est l'exophthalmie. L'exophthalmie, c'est la protrusion du globe. Voilà, donc le sortie du globe de l'orbite. Et deuxième chose, c'est chémosis. C'est quoi chémosis? C'est une œdème de la conjonctive. Œdème conjonctival, mais bien sûr, l'œdème conjonctival, elle a un bourrelet, elle a les limites. C'est quoi les limites? C'est autour de la cornée. Donc, la sinusite aiguë, faciale, unilatérale et grave, pourquoi? Parce qu'ils sont bourrelés, donc je ne sais pas ses limites. Deuxième chose, elle est plus compliquée vers rétro-orbitaire, donc l'appareil ophtalmologique, pas exophthalmie ou pas chémosis, donc œdème conjonctival. Les signes généraux, bien sûr, c'est sepsis grave, sepsis sévère, fièvre, frisson interne en général, comme sepsis normale. Voilà, parce que c'est une porte d'entrée. Furoncle, c'est une porte d'entrée folliculeuse et bassée. C'est une porte d'entrée, mais le furoncle évolue vers une forme staphylococcus maligne de la face. Donc, c'est une forme complicative, une forme exceptionnelle de complication d'un furoncle. Fait bien sûr, je dois voir sepsis sévère, les signes généraux de sepsis sévère, fièvre, frisson interne en général, bien sûr. Mais plus important que la staphylococcus maligne de la face, elle a des complications graves. Premièrement, comme j'ai dit précédemment que le mécanisme majeur du staphylococcus aureus, c'est quoi? C'est la formation d'un caillou. Voilà. Par exemple, comme j'ai dit, il y a coagulase. Voilà, ici. C'est ça le coagulase. Et coagulase qui va faire une relation entre le staphylocoque avec le facteur de Willebrand. Donc, va former le caillou. De 1 pour la protection, de 2 par la diffusion. Donc, ce caillou, c'est ça le thrombophlipite et c'est ça le foyer de départ ou le foyer infection de départ pour former d'autres localisations secondaires de la staphylococcus aureus, bien sûr. C'est ça qu'on a dit précédemment dans la physiopathie. Donc si le point de départ, elle est faciale, donc elle peut former des thromboses et thrombophlipite faciales. Et bien sûr, thrombophlipite faciale, c'est les plus graves parce que on peut avoir des thromboses des veines superficielles du visage, donc lacrymal, le frontal, mais le plus grave qu'on peut former des thrombophlipite ou des thromboses du sinus caverneux. Et sinus caverneux a un risque majeur de quoi? De l'ophtalmoplégie et du méningoencéphalite. Mais c'est quoi l'ophtalmoplégie? L'ophtalmoplégie, bien sûr, comme on a c'est ça l'œil, c'est ça le globe oculaire. Voilà. C'est ça l'œil. Il y a des muscles. Il y a l'oblique supérieur. Il y a l'oblique inférieur. Il y a le gauche. Il y a le droit. Il y a le supérieur. Il y a l'inférieur. Il y a 6 muscles. C'est des muscles oculomoteurs énervés par les nerfs crâniens, le troisième, le quatrième et le sixième. Le nerf oculomoteur, le pathétique et l'abducens. De quand j'ai thrombose ou thrombophlipite du sinus caverneux, que je vais faire, donc je vais faire quoi? Je vais faire une paralysie de l'un des muscles, de l'un des nerfs. Donc cette paralysie, soit elle touche ce muscle ou n'importe quel nerf, soit troisième ou quatrième, sixième, va provoquer une diplopie. C'est quoi diplopie? C'est que l'œil, donc par exemple la globe oculaire doit être ici. Non, elle va être par exemple ici ou ici. Donc c'est ça la diplopie. Donc thrombose la thrombophlébite du sinus caverneux va former l'ophtalmoplégie par paralysie des muscles oculaires ou des méningoencéphalites. Ou bien sûr, il y a d'autres complications comme coagulation intravasculaire disséminée. Bien sûr, donc par la clinique, on peut remarquer qu'il y a dans la biologie, il y a thrombopénie. Donc le pronostic, il est très sévère, bien sûr. Pourquoi? Parce que le pronostic vital qui est mis en jeu, l'ophtalmologie, et bien sûr, il y a l'ophtalmoplégie et méningoencéphalite de plus. Donc je dois
je dois faire ma prise en charge très rapide et précocement et bien sûr plus important, complète efficacement. Donc l'antibiothérapie IV une urgence et bien sûr prise en charge hospitalière spécialisée. Donc du service de réanimation, une unité de soins intensifs. Donc si on récap la forme de staphylococcus aureus, elle est due cause d'une manipulation du forancule profond au niveau du triangle médio-facial, bien sûr. Donc c'est une complication, forme complicative du forancule profond. Deuxième chose, une forme exceptionnelle gravise, bien sûr, parce que c'est rare où il y a un furoncule en milieu facial avec manipulation. Donc c'est des formes, c'est rare. Deuxième chose, la présentation clinique principale, c'est cellulite aiguë unilatérale faciale. Elle est sembourlée avec des petites pustules, un peu compliquée vers exophthalmie ou chymosis. Et bien sûr, il y a sepsis sévère, bien sûr des signes généraux, donc il y a des frissons, fièvre, marbrure, état altéré. Mais les complications, c'est les thrombophlébites. C'est le point de départ du facial. Donc, les thromboses peuvent former dans les veines lacrymales ou les veines frontales. On peut faire des thromboses dans thrombophlébite du sinus caverneux. Donc, on peut former l'ophtalmoplégie et méningo-encéphalite. Voilà. Donc, on va passer avec la dernière forme clinique. C'est la forme staphylococci toxinique. Donc, comme j'ai dit que le toxine le plus important comme lié à staphylococcus, c'est le TSST1. C'est le toxine qui est responsable du toxic shock syndrome, le syndrome de choc toxique staphylococcique. Sous forme, elle est assez fréquente chez la femme jeune. Voilà. Tableau clinique, en réalité, c'est un choc fébrile. Et c'est quoi choc fébrile? Il y a une fièvre, mais fièvre avec un état de choc. Donc il y a une hypotension et il y a une confusion. Donc il y a une altération de conscience ou trouble de conscience avec une hypotension artérielle. Donc il y a un choc avec fébricule. Donc choc fébrile. Deuxième chose, une race scarlatiniforme. Donc il y a une desquamation du l'épiderme avec des symptômes digestifs, bien sûr, comme le vomissement, diarrhée, une entête multiviscérale, œdème, myalgie. Donc en réalité, il y a signe d'état de choc avec une race scarlatiniforme liée à la TSST1. Donc il est difficile à faire un diagnostic. Mais avec la porte d'entrée, avec quelques critères anamnéstiques, on peut déduire qu'il y a un état de choc toxinique lié à la toxine staphylococcus. La prise en charge doit être bien sûr en réanimation urgente avec antibiothérapie, avec traitement du foyer, parce que le traitement du foyer est le plus important complet, parce que c'est le point de départ pour former ce type de choc toxinique. On va parler maintenant sur le diagnostic différentiel. Notre cinquième objectif, c'est quoi la différence? Donc il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Mais on doit différencier principalement entre le sepsis ABGN et le sepsis à staphylocoque. Comment on peut faire la différence? Premièrement, comme j'ai dit précédemment que l'infection staphylocoque ou sepsis à staphylocoque, surtout staphylocoque aureus, il est beaucoup plus communautaire que nosocomial. Donc la première différence que sepsis ABG c'est beaucoup plus en milieu nosocomial. Donc c'est ça, première chose. Deuxième chose, c'est la porte d'entrée. La porte d'entrée plus fréquemment dans le sepsis ABGN, c'est digestive ou urinaire. Donc digestive comme quoi? Comme des entérobactéries. Par exemple, le plus fameux bactérie c'est Escherichia coli. Ou urinaire, par exemple, surtout les anaérobies. Mais dans le staphylocoque, sepsis à staphylocoque, c'est beaucoup plus parodontite que cutané, ou iatrogène, mais beaucoup plus concutané. Troisième chose, c'est le terrain. Voilà. Le terrain pour le sepsis ABGN, c'est terrain beaucoup plus respiratoire, donc les maladies inflammatoires, donc les BPCO par exemple, ou les maladies inflammatoires limiques, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, c'est l'RCEH et le Crohn. Donc il y a un état inflammatoire chronique ou BPCO. Voilà. Bien sûr, cancer ou lityase rénale vésiculaire sont des terrains prédisposés. Donc on n'a pas parlé sur l'immunité ou le VIH ou donc ici il y a une différence. Le sepsis staphylocoque c'est beaucoup plus lié à l'immunité. Il y a une immunodépression, il y a l'utilisation des traitements médicamenteux à long terme qui va diminuer l'efficacité du système immunitaire. Mais ici non, ici il y a les inflammations chroniques, les MICI, PPCO, c'est ça. Troisième chose, ou quatrième chose, c'est les signes cliniques. En réalité, les signes cliniques, c'est la même chose que le sepsis. Bien sûr, on va trouver fièvre, frisson, malaise, altération d'état général. Bien sûr, c'est un sepsis. Donc, état général altéré.
Mais de plus, on va trouver diarrhée et une hyperventilation. C'est ça les deux signes cliniques. De plus, c'est chez les sepsis AVGN. Et bien sûr, la lésion cutanée euh, pathognomique, c'est l'ectéma gangréneux de Ehlers. C'est comme j'ai dit précédemment que la lésion cutanée pathognomique chez ces infections staphylocoques, c'est le PVP, c'est le pustule vésiculo-pustuleuse. Voilà, c'est ça la PVP. C'est une lésion comme j'ai dit que c'est une lésion inconstante, mais elle est pathognomique. Quand je vois ce type de lésion cutanée, donc c'est pathognomique pour l'infection staphylocoque. Mais ici, dans l'ectéma gangrène de LS, qui est pathognomique pour le sepsis ABGN. Donc la différence en général, c'est lié à la porte d'entrée qui est digestive et urinaire plus fréquemment. Elle est nosocomiale. Le terme prédispositif, c'est beaucoup plus les MIC ou BPCO. Et bien sûr, les signes cliniques, de plus les signes cliniques de sepsis, c'est diarrhée, l'hyperventilation, avec une lésion cutanée, lésion cutanée spécifique et pathognomique, c'est l'ectéma gangréneux de Ehlers. On va passer directement sur le diagnostic. Comment faire le diagnostic chez l'infection staphylocoque? Comment faire le diagnostic positif? Toujours dans le monde de l'infectiologie, je dois diviser le diagnostic positif en trois choses, ou trois catégories. La première catégorie, c'est les arguments. C'est quoi les arguments anamnéstiques? La première chose. Deuxième chose, c'est les arguments cliniques. C'est quoi la présentation clinique de cette infection pour dire qu'il y a une infection staphylocoque? Et troisième chose, c'est les arguments paracliniques. Il y a des arguments d'orientation et de confirmation. Donc, premièrement, on va parler sur l'argument anamnestique. C'est quoi les arguments anamnestiques? Il y a deux choses très, très importantes. Première chose, c'est la porte d'entrée. Pourquoi la porte d'entrée? Parce que on a dit que la porte d'entrée qui est cutanée, elle est beaucoup plus orientée vers Staphylococcus aureus que d'autres bactéries. Par exemple, si je trouve Panari, n'importe quelle lésion cutanée, donc porte d'entrée d'une infection, c'est beaucoup plus staph que BGN. Et bah, c'est gram négatif. Donc, premièrement, c'est la porte d'entrée, qui est beaucoup plus pliée, furon, que le Panari, c'est une lésion cutanée beaucoup plus. Voilà. Première chose. Deuxième chose, c'est le terrain. Bien sûr, tous les jours, c'est le terrain de diabète ou d'immunodépression médicamenteuse aux maladies ou état. Médicamenteuse comme corticothérapie à long terme ou chimiothérapie. L'état, c'est immunodéprimé chez les patients VIH+. Et, et bien sûr, les diabétiques non contrôlés ou les maladies chroniques décompensées, comme j'ai dit, les insuffisance cardiaque, les insuffisance rénale terminale, dialysée. Bien sûr. Donc, bien sûr, il était en favorisant l'infection staphylocoque. Voilà. Bien sûr, c'est plus important comme c'est diabète non contrôlé et immunodépression. Et bien sûr, s'il y a un acte chirurgical récent, parce que l'acte chirurgical, surtout traumatisme ou iatrogène, peut, peut être la cause de l'introduction d'un staphylococcus aureus, comme par exemple prothèse articulaire ou chirurgie valvaire. Mais les deux critères anamnéstiques majeurs de l'infection staphylococcus, c'est la porte d'entrée qui est cutanée et qui est négligeable, que le patient cette lésion n'est pas traitée par le patient ou peut-être pour raison, c'est diabète ou immunodépression, prothèse ou toxicomanie, surtout IV. Donc, les arguments anamnéstiques, on a fini avec les arguments anamnéstiques. Deuxième chose, les arguments cliniques. Comme j'ai dit précédemment, que la forme typique du sepsis à staphylocoque ou l'infection staphylocoque, c'est un sepsis. C'est un signe clinique général de présentation brutale d'un sepsis avec un ou deux des signes cliniques liés à la localisation secondaire. C'est ça, c'est ça la forme typique, c'est septico-pyoïmique pour dire qu'il y a une infection à staphylocoque typique. Donc, premièrement, il y a la présentation typique du sepsis lui-même. Voilà. Donc, fièvre, frisson, altération de l'état général, les signes de défense d'organes. Bien sûr, défense d'un organe ou défense d'organe, signe de gravité lié à un organe pour dire qu'il y a un sepsis. Comme j'ai dit que défense d'organes avec altération de l'état général, c'est un sepsis. Voilà, c'est pas état de choc. Donc, fièvre, frisson, altération de l'état général avec des signes cliniques liés à de localisation secondaire. Par exemple, pulmonaire, on peut trouver des signes cliniques liés à la pneumonie, douleur thoracique, toux, dyspnée, cyanose, par exemple. Ou ostéo-articulaire, on va trouver l'arthrite, spondyloarthrite, c'est ou il a des douleurs articulaires, par exemple. Au cardiaque, c'est l'endocardite. Beaucoup plus, on va trouver physiquement des souffles. Voilà, ces souffles au niveau du foyer articulaire, foyer, puis mitral. Le cutané, PVP, c'est purpura, vésicule pustuleux, c'est la lésion
C'est la raison typique ou la raison pathognomique de l'infection staphylocoque. Ou par exemple, c'est cellulite, comme j'ai dit que la forme staphylocoque, c'est manie de la phase. Donc c'est ça, donc la présentation ou l'installation rapide et brutale du fièvre et frisson et adhésion intestinale avec des signes cliniques liés à des localités secondaires. Mais beaucoup plus et plus fréquent, c'est l'osteo-articulaire, pulmonaire et cardiaque. C'est trois. Donc je dois voir ou je dois trouver des signes cliniques liés à trois types de systèmes. Donc, parce que c'est plus fréquent. Et troisième chose, c'est les arguments paracliniques. Bien sûr, les arguments paracliniques lui-même, je dois diviser ces arguments paracliniques en deux. Les arguments paracliniques ou des examens complémentaires d'orientation, voilà, et bien sûr de confirmation. Mais comment je dois voir? Bien sûr, l'orientation de chez les infections, c'est beaucoup plus CFNS. Par exemple, la FNS, je vais voir hyperleucocytose surtout après dominance PNN, les polynucléaires neutrophiles, et bien sûr, le bilan inflammatoire, c'est le CRP et le VS. Le CRP et le VS accéléré. Donc, il y a un syndrome inflammatoire général avec une hyperleucocytose à PNN chez l'FNS. Je peux voir par exemple chez les staphylococcus chez Staphylococcus de maligne de la phase, on peut voir une thrombopénie grave parce qu'il y a l'une des complications, c'est coagulation intravasculaire disséminée. Donc on peut voir la forme où on peut voir des complications liées à la Staphylococcus maligne de la phase. C'est quoi les complications comme coagulation intravasculaire disséminée? Donc on peut voir une thrombopénie grave avec diminution des facteurs de coagulation. Et bien sûr, il y a radiologique. Radiologique, c'est lié à les signes cliniques de localisation secondaire. Par exemple, radiographie thoracique ou pulmonaire pour l'infection pulmonaire. Ou par exemple, échocardiographie pour l'endocardite. Ou pour ERM ostéo-articulaire pour les arthrites. Ou spondylodycite. Donc c'est ça. Mais comment confirmer le diagnostic et comment comment confirmer qu'il y a une infection staphylocoque? Bien sûr, la plus fréquente, c'est l'hémoculture. L'hémoculture, c'est culture du sang. Donc, il y a quelques critères que je dois suivre pour avoir une hémoculture positive et vraie positive, n'est pas des faux positifs. Premièrement, c'est réalisant avant toute antibiothérapie parce que l'antibiothérapie peut fausser ou peut négativer l'hémoculture. Deuxième chose, c'est prélèvement au moment de pic parce qu'au moment de pic fibré, donc l'infection elle est généralisée, donc plus en plus, on a la chance de capter le bactérie, donc avoir beaucoup plus l'hémoculture positive. Donc on pic fébrile ou hypothermie bien sûr. Et avant toute antibiothérapie, voilà. Volume adapté, c'est 10 millilitres par adulte. Donc je dois avoir une quantité suffisante. Voilà, c'est 1,5 ml pour l'enfant. Utilisation des milieux aéro-anaérobie. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de bactéries, donc je dois je dois faire n'importe quel type de milieu, soit aéro-anaérobie pour positiver, pour avoir une culture positive. Voilà. Une culture positive voilà, peut suffire si le tableau est évocateur. Bien sûr, c'est ça le plus important complet que chez les infections staphylocoques, l'hémoculture. Une seule hémoculture positive, ça suffit pour dire qu'il y a une infection staphylocoque aureus. Mais pour les staphylocoques, comme j'ai des commensaux, par exemple l'épidermidis, non, je dois avoir deux. En réalité, deux hémocultures positives pour dire qu'il y a une infection staphylocoque épidermidis. Mais l'aureus, non. Que je vois, il y a une culture positive de staphylocoque aureus, ça suffit pour dire une seule, ça suffit peut-être pour qu'il y a une infection staphylocoque aureus pour la confirmation. Je ne dois pas attendre deuxième ou troisième hémoculture. Et deuxième type, c'est prélèvements locaux. Au niveau de la porte d'entrée présumée, bien sûr, plaie, KTS, carme, ou des localisations secondaires. Par exemple, l'articulation, on peut voir les ponctions articulaires, ou bien sûr s'il y a méningite. Voilà. Mais le plus important complet que je dois faire, c'est l'hémoculture, premièrement, et deuxième chose, c'est prélèvements locaux. Donc, si on récap, comment faire le diagnostic à l'infection staphylocoque? Premièrement, c'est les anamnèses. L'anamnestique, c'est la porte d'entrée. Donc, je dois chercher à la porte d'entrée surtout cutanée, donc le furoncule, soit facial, soit les articulations, au pied, où il y a une notion de acte chirurgical récent de 2-3 semaines ou un mois, avec une terrain fragile, par exemple diabétique, immunodéprimée, donc n'importe quel type d'infection qui favorise l'infection staphylocoque. Deuxième chose, c'est les arguments cliniques. Les arguments cliniques, c'est la présentation brutale d'un sepsis général,
fièvre, frisson intestinal, avec des cliniques liées à des localisations secondaires, par exemple pneumonie ou les arthrites, ou endocardite infectieuse, des signes cutanéens comme PVP, ectyma ou cellulite. Et les arguments paracliniques liés à d'orientation comme l'FNS et par le constitution PNN et CRP positif sur le bilan inflammatoire et les arguments, et bien sûr radiologiques, par exemple comme l'IRM, comme radiographie pulmonaire pour confirmer les localisations secondaires et pour confirmer l'infection staphylocoque, le bactérium lui-même. Donc je dois faire une hémoculture positive avant antibiothérapie au pic fibrile. Voilà, un seul positif, ça suffit pour dire qu'il y a une infection staphylocoque aureus. Voilà, et je dois commencer ma prise en charge chez le patient pour le patient. Et la deuxième chose, c'est prélèvements locaux dans la porte d'entrée présumée, donc les plaies, au CAT ou l'escar. Donc on va passer sur le conduit à tenir dans l'infection staphylocoque, c'est le dernier objectif aujourd'hui. Comment faire le conduit à tenir, alors comment en faire la prise en charge globale du sepsis staphylocoque. Donc bien sûr, je dois, avant tout traitement, n'importe quel patient qui a un sepsis général, je dois hospitaliser en soins intensifs, donc au service de réanimation. Parce que le patient il peut évoluer dans n'importe quel temps vers un état de choc septique, un état de choc septique est très grave et mortel. Donc je dois hospitaliser en soins intensifs. Deuxième chose, c'est le monitoring. Le monitoring est constant. Les constants, saturation, fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la température, la tension artérielle, la diurèse. Donc ces types de constants sont très importants pour, pour connaître le retentissement de la maladie sur l'état général et pour l'état hémodynamique. Et après le traitement, est-ce que le traitement va corriger bien ces types de cancers, ces anomalies ou pas? Donc pour le surveillance et pour le retentissement. L'oxygénothérapie, par exemple nasale, VNI ou par intubation si les patients inconscients. Voilà. Et des voies veineuses périphériques, bien sûr, les voies d'abord, bien sûr, périphériques pour le remplissage. Donc c'est ça, la mise en condition. Donc, après, moi, pour la mise en condition, il y a deux types de traitements. Il y a le traitement spécifique et il y a le traitement symptomatologique. Le traitement spécifique, c'est l'antibiotique. Mais, est-ce qu'on a devant une bactérie sensible ou pas? Donc il y a une notion de SASM, c'est une staphylococcus sensible à la métacilline, ou il y a le SARM, c'est staphylococcus résistante en métacilline. Donc s'il y a une souche sensible, donc le traitement, le pharmacotraitement, c'est l'oxacilline avec gentamicine. L'association de l'oxacilline et gentamicine. Bien sûr, devant la staphylococcus, c'est toujours, on utilise biothérapie bactéricide synergique, voilà, pour la staphylococcus, c'est pendant 2 semaines. En réalité, 2 semaines, sans localisation secondaire. S'il y a localisation secondaire, donc on va prolonger le traitement jusqu'à 6 semaines, donc 1 mois et demi. Donc s'il y a une bactérie de staphylococcus ou souche de staphylococcus sensible au métacilline, donc l'oxacilline et gentamicine pendant 2 semaines, sans localisation secondaire. Mais avec localisation secondaire, je vais prolonger le traitement jusqu'à 6 semaines, 1 mois et demi. S'il y a une souche de staphylococcus résistante au métacilline, donc aux suspicions de la résistance, donc je dois utiliser deux choses, donc le vancomycine et gentamicine, ou phosphomycine avec gentamicine, ou vancomycine avec ivermectine. Donc le plus important, c'est le vancomycine avec le gentamicine. Bien sûr, c'est la même chose, soit 2 semaines pour sans localisation secondaire, ou 6 semaines pour des localisations secondaires. Et s'il y a des formes ou des localisations secondaires plus chroniques, par exemple l'osteomyélite chronique, ou par exemple s'il y a la formation de biofilm au niveau des matériaux osteoarticulaires, donc il y a beaucoup plus une forme subaiguë ou chronique de staphylococcus. Donc je dois prolonger le traitement en plusieurs mois. On peut avoir jusqu'à 3 mois ou 4 mois. Donc la période adéquate pour n'importe quel type d'infection staphylococcus typique, donc la forme typique, bien sûr, c'est 2 semaines. Avec localisation secondaire, bien sûr, typique, c'est avec localisation secondaire, c'est jusqu'à 6 semaines. Donc s'il y a un sepsis, juste un sepsis à staph, donc c'est 2 semaines. S'il y a un traitement
Donc, s'il y a une forme de localisation secondaire, par exemple osteoarticulaire ou pulmonaire, ou donc pendant 6 semaines, donc un mois et demi. Voilà. Et s'il y a de localisation secondaire plus chronique, comme l'ostéomyélite chronique, je dois prolonger en plusieurs mois, voire 3 mois, par exemple. Et bien sûr, le type de, bien sûr, c'est ça une urgence vitale. Donc, l'antibiothérapie, elle est introduite par une voie veineuse, IV. IV. Donc, IV, c'est l'antibiothérapie. Voilà. Donc c'est ça le traitement spécifique ou traitement curatif pour les staphylococcus aureus. Mais c'est quoi le traitement symptomatique? Bien sûr. Par exemple, la corticothérapie. Bien sûr, surtout il y a le staphylocoque maligne de la face. Donc il y a la forme maligne, cette forme maligne. Donc je dois utiliser des corticothérapies pour diminuer l'inflammation grave dans la face. Deuxième chose, bien sûr, si le patient il est anurique, aussi à part s'il y a une acidose ou n'importe quel type de trouble hydroélectrolytique, je dois corriger le trouble hydroélectrolytique par l'hydratation, l'emplissage. Ou bien sûr, s'il y a une hypotension artérielle, donc je dois faire un remplissage vasculaire. Mais si le patient, qui a la tension artérielle, n'est pas corrigé par un remplissage vasculaire, donc le patient il est dans un état de choc. Donc je dois utiliser des produits, des médicaments vasoactifs, comme l'adrénaline et le remplissage vasculaire. Le remplissage vasculaire, c'est fait par les cristalloïdes ou les colloïdes. Les drogues vasoactives, c'est beaucoup plus le noradrénaline qui est le plus utilisé dans le milieu hospitalier. Bien sûr, support biologique s'il y a un coagulation intravasculaire disséminée, c'est perfusion des plaquettes parce que comme j'ai dit précédemment, donc dans la forme de staphylocoque maligne faciale, maligne de la face, il y a une thrombopénie liée à coagulation intravasculaire disséminée et diminution de facteurs de coagulation. Donc je dois perfuser le plasma frais congelé pour l'ensemble des facteurs de coagulation et bien sûr pour les plaquettes. Bien sûr, pour la coagulation, pour l'hémostase. Nutrition entérale, bien sûr, nécessaire. Les IPP pour éliminer ou pour être loin d'un type d'ulcère de stress, parce que c'est grave. Bien sûr, si le patient, bien sûr, c'est le plus important qu'on peut, là, bien sûr, et si le patient qui est diabétique et qui est dans l'énoncé, lors de l'interrogatoire, il a dit que son diabète qui n'est pas équilibré, il est mal contrôlé. Voilà, donc introduire, je dois introduire une insulinothérapie chez le diabétique pour corriger le taux de glycémie. Et bien sûr, si le patient a une insuffisance rénale terminale, donc je dois dialyser. Donc c'est un traitement symptomatique. Donc s'il y a une hypertension, je vais faire l'emplissage. S'il y a une forme grave, je vais faire une corticothérapie. Si les patients, voilà, je dois faire par exemple support, par exemple nutrition entérale, bien sûr c'est nécessaire, ou IPP pour éliminer voilà, pour éviter ulcère de stress, ou aussi une thérapie pour corriger le diabète ou glycémie à jeun, c'est ça. Et bien sûr, après le traitement spécifique IV du Staphylococcus aureus et après les mesures associées symptomatiques, je dois faire en troisième lieu, c'est le traitement de la porte d'entrée, parce que c'est le plus grave, c'est le plus important complet. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée, c'est la cause principale de l'introduction de Staphylococcus aureus dans le sang. Donc je dois éliminer ou je dois fermer cette porte pour pas avoir des récidives. Par exemple, porte d'entrée, s'il y a porte d'entrée en général, c'est les soins locaux. Voilà, drainage des abcès panari, c'est ça. Et bien sûr, il y a du traitement de localisation secondaire. Par exemple, s'il y a abcès cérébral, je dois faire l'antibiothérapie diffusable. Péricardite, par exemple, je dois faire drainage. S'il y a bien sûr l'abcès. Pleurésie pneumothorax, c'est un drainage pleural. L'ostéomyélite, l'arthrite, c'est l'immobilisation. C'est l'endocardite infectieuse. Voilà, c'est le remplacement valvulaire. Surtout s'il y a des insertions, comme j'ai dit, je dois faire chirurgie une urgence pour le remplacement valvulaire. Et bien sûr, s'il y a une infection sur le matériel, c'est le retrait du matériel pour éliminer le biofilm et des formes chroniques de Staphylococcus aureus. Donc, si on récap pour le traitement, donc je dois faire mise en condition par l'hospitalisation et l'oxygénothérapie et les constantes. Les constantes pour, bien sûr, le retentissement et pour la surveillance du patient. Deuxième chose, c'est les trois types de traitement. Traitement symptomatique, c'est ça. C'est corticothérapie, correction électrolytique, le remplissage, support biologique. Donc j'élimine les symptômes liés avec ce type d'infection. Et bien sûr, le traitement spécifique, le traitement curatif, c'est le traitement de l'antibiothérapie. S'il y a une forme sensible, c'est l'oxacilline avec gentamicine pendant 2 semaines ou 6 semaines pour les localisations secondaires. Et s'il y a une forme résistante, je dois introduire
vancomycine et gentamicine pendant 2 semaines sans localisation et pendant 6 semaines s'il y a des localisations secondaires. Et bien sûr, traitement d'apport tendresse, c'est des soins locaux et drainage s'il y a un abcès ou panari. Et le traitement spécifique pour les localisations secondaires. Et dernière chose, c'est la surveillance. Quand je veux voir que je dois faire la surveillance chez un patient à staphylococcus. Bien sûr, surveillance, elle est faite en 3 temps. Cliniquement, biologiquement et radiologiquement. Pour clinique, c'est bien sûr, le plus important comme c'est la défervescence thermique. C'est suivi de la courbe thermique, bien sûr, le fièvre ou hypothermie, bien sûr, diminution du fièvre ou la défervescence thermique, la température, sans, donc voilà, c'est ça. Donc, suivi de la courbe thermique, défervescence. Deuxième chose, c'est l'évaluation des différences viscérales. Par exemple, elle est bien sûr, comme j'ai dit, les constantes hémodynamiques pour la surveillance. Donc, la surveillance clinique, c'est les constantes hémodynamiques. Donc, quand j'ai les constantes hémodynamiques normaux, donc il n'y a pas de critères de gravité, donc il n'y a pas de critères de différence multi-organique ou différence d'organes. Donc, j'élimine le sepsis. De plus, c'est la courbe thermique, au suivi de la courbe thermique, fièvre et hypothermie. Deuxième chose, c'est biologie, bien sûr. FNS par exemple, diminution des leucocytes, l'anémie inflammatoire, thrombopénie. Donc je dois normaliser tous ces taux d'FNS. Bien sûr, le CRP, procalcitonin, pour le suivi d'inflammation et diminution de CRP, procalcitonin, c'est un indice de voilà, d'élimination de l'inflammation. Et bien sûr, l'hémoculture est prélèvement ciblé pour les portes d'entrée. Voilà, donc quand j'ai une hémoculture négative, donc il n'y a pas de staphylococcus, donc il y a la guérison. Donc biologiquement, c'est la même chose, c'est FNS et le bilan inflammatoire et le bilan de confirmation. C'est l'hémoculture et les prélèvements locaux. L'imagerie, c'est beaucoup de ces imageries, elle est utilisée pour les localisations secondaires. Par exemple, s'il y a une pneumonie, je dois faire la radiographie thoracique pour éliminer pneumonie, là, pour voir après un mois, surtout un mois, s'il y a disparition de la pneumonie. Ou par exemple les spondylodycites ou les arthrites, comme ça. Donc, surveillance, c'est les cliniques et biologiques et radiologiques. Donc, principalement, on a fini avec le cours de l'infection à staphylocoque. On a terminé nos objectifs. J'ai utilisé les sources officielles de la faculté de médecine, avec quelques sources externes. Vous inquiétez pas, le cours est à votre disposition au niveau de la description de YouTube. Et bon courage pour la continuité.